Bonjour à tous. Donc, je voulais vous proposer une petite conférence un peu voilà, différente sur l'entrepreneuriat parce que j'ai eu beaucoup d'échos sur voilà, est-ce qu'on se lance? Moi, j'ose pas recruter, comment on fait, etc. Donc, je voulais faire un petit retour d'expérience très rapidement. Donc, moi, je m'appelle Emmanuel de Beaumoret, j'ai monté une agence qui s'appelle Uplix. Donc, j'ai un peu de recul sur créer une entreprise, mais je ne m'estime pas du tout l'expert dans l'entrepreneuriat ni quoi que ce soit. Je suis maître de conférence à l'EPITA et je suis expert à la Cour d'appel de Paris. Alors, pour commencer et introduire un peu mon propos, évidemment, l'objectif ici, ça va être de vous donner des conseils. Alors, j'essaye de passer à la slide suivante si ça veut bien. De donner des conseils, mais je ne m'érige pas évidemment dans l'objectif de dire voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, je sais mieux que les autres. C'est vraiment juste un retour d'expérience le plus humble possible. Le premier sujet sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est l'impact du sens. Donc, pour illustrer l'impact du sens, j'ai une petite fable à raconter qui illustre bien le propos. En fait, c'est une personne qui se balade, qui fait tailleur de pierre. Donc, il y a plusieurs tailleurs de pierre. Et donc, le premier tailleur de pierre, il lui dit, voilà, excusez-moi, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Et ce tailleur de pierre, il a un air sombre, un peu fatigué. Et il lui dit, bah, ça me paraît évident. Il répond d'une voix agacée, je suis en train de tailler une pierre, quoi. Et puis, il y a un autre tailleur de pierre un peu plus loin, donc il continue son chemin. Et lui, il a l'air quand même un peu plus jovial, un peu moins marqué au niveau de la fatigue. Il lui pose la même question. Il dit: «Excusez-moi, qu'est-ce que vous êtes en train de faire?» Et là, il répond: «Bah, je taille une pierre angulaire d'une arche de voûte». «Ah OK, d'accord». Et continue son chemin. Il voit encore un autre monsieur qui taille. Il dit: «Mais qu'est-ce que vous faites dans la vie? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire?» Et là, le troisième répond: «Je suis en train de construire une cathédrale». Et donc, c'est juste une image évidemment, mais c'est hyper important de mettre du sens et c'est le sens de 1er sujet, c'est le sens de la mission, qui est assez importante dans ce que l'on veut transmettre, dans une entreprise que l'on veut créer. Par exemple, Decathlon, si on réfléchit enfin, si on voilà, si on est un peu, si on réfléchit pas, j'allais dire, ça vend des articles de sport et rien d'autre. Et ben, ils ont travaillé sur leur mission et en fait, leur but, c'est de rendre accessible au plus grand nombre le plaisir et les bienfaits de faire du sport. Donc, c'est pas juste vendre des articles. C'est une phrase qui est claire, qui est inspirationnelle et qui va créer la fierté d'appartenance. Euh, donc, la mission, c'est important. Je vais vous donner un autre exemple dans un service de recouvrement de factures, dans une société de recouvrement de factures. Donc, avant de commencer, on se dit, waouh, ça va être compliqué de trouver quelque chose de sexy à raconter. Et pourtant, c'est possible, puisque, on pourrait dire, c'est permettre à l'entreprise d'avoir la trésorerie la plus saine possible et d'assurer la pérennité, de l'entreprise et sa capacité à verser les salaires à chaque fin de mois. Donc vous voyez, là, c'est toute une autre façon de raconter l'histoire et donc le 1er sujet, le premier point dans la création d'entreprise, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut véhiculer à ses collaborateurs, à ses, futurs clients ou à ses clients, en tant que quête du sens et de nos jours, heu, pour faire passer beaucoup d'entretiens, cette quête du sens, a de plus en plus d'importance, ne serait-ce que pour les salariés. Après, il faut se lancer. Je dis pas que c'est, ouh ça va un peu vite. Il faut se lancer, je dis pas que c'est facile et le deuxième point aussi que je voulais vous donner comme information, c'est, quelle est votre notion du succès? Voilà. Alors je galère un peu avec mes slides, excusez-moi. Quelle est votre notion du succès? En fait, si on réfléchit sur, la notion du succès, elle est finalement différente d'une personne à l'autre. Moi, par exemple, l'un de mes premiers points qui a été un point de succès, c'était ne plus avoir de chef et pouvoir prendre mes propres choix et faire mes propres erreurs et avoir mes propres succès. Donc ça, c'était déjà pour moi un élément de succès, un élément de réussite.
Faut faire attention aux influenceurs qui vous montrent des vidéos. Alors, ils réussissent, ils sont au bord de la mer, ils ont une méthode extraordinaire qu'ils vont vous donner pour 99 € une formation. Enfin voilà, méfiez-vous de l'image projetée du succès. Moi, typiquement, vivre dans une île toute ma vie, coupé de tout, c'est pas forcément mon image du succès et de la réussite. Hem, Ensuite, très rapidement, quand on commence à creuser, on arrive dans l'importance de se fixer des objectifs. Donc les objectifs, pour moi, ça a été, d'abord de faire un business plan et dans ce business plan, j'ai, cartographié, 5 années avec, dans les grandes mailles, le chiffre d'affaires, le nombre de clients. Alors il faut faire ça dans les grandes lignes, on n'a pas besoin d'un chiffre d'affaires qui sera vrai, au chiffre près. Mais voilà, donc du coup, moi j'ai fixé par exemple, ma rémunération sur les 5 années à venir et je suis aussi donné des objectifs qui soient, atteignables. Donc je vais vous parler de la méthode SMART après. Hem Et puis pas trop ambitieux aussi, parce que si vous fixez des objectifs trop ambitieux, ça va être déceptif pour vous. Donc, il faut que ce soit atteignable. Nous, on est quasiment au double du BP que je m'étais fixé initialement avant même d'avoir ne serait-ce que le CABIS. Donc ça, c'est important. Et en termes d'objectifs, ce qui est la clé de tout hein, dans un projet SEO, c'est la méthode SMART, qui vous connaissez peut-être, mais en tout cas ceux qui ne la connaissent pas, elle gagne à être connue. Donc c'est le S de spécifique, préciser ce que vous voulez faire, utiliser des verbes d'action. Donc ça, c'est très clair. Vous pouvez utiliser ça avec vos collaborateurs aussi. Moi, j'utilise beaucoup, mais pour vous-même. M, travailler sur quelque chose qui est mesurable. Ayez des méthodes d'évaluation, chercher des indicateurs précis. Parce que si on se dit, voilà, je veux résoudre la faim dans le monde, très bien, mais c'est pas forcément très facile à mesurer. Atteignable et réaliste, donc c'est souvent des deux qui sont un peu confondus. Mais voilà, atteignable, c'est simplement de faire en sorte que ce soit réaliste, hein. Enfin que ce soit, pardon, qu'on puisse avoir des champs d'action précis et possibles à accomplir. Ne vous fixez pas des objectifs trop hauts. Et puis réaliste, il faut que ce soit dans une cohésion, dans une cohérence d'une manière globale par rapport à votre projet. Et puis temporel aussi, ne pas oublier, hyper important, quand est-ce que je relève les compteurs? Dans une semaine, dans un mois, voilà. Alors, un petit jeu amusant entre nous, voilà, hop, vous êtes dans une loterie et cette loterie, c'est super, vous avez gagné 1 440 € par jour. Voilà, 1 440 € par jour. Donc ça, c'est chouette. Et donc maintenant, on va se projeter dans la vie d'entrepreneur. Donc, qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent? Sachant que je vous donne deux choses qui sont des contraintes. C'est que, un, cette somme, vous ne pouvez pas l'économiser. Voilà, vous devez la dépenser tous les jours. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous pouvez la dépenser dans des vacances ou dans des projets, dans des sites internet, tout ce que vous voulez. Mais voilà, vous ne pouvez pas l'économiser. Et attention, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Ça peut s'arrêter demain, ça peut s'arrêter dans un mois, ça peut s'arrêter dans 3 ans. Qu'est-ce que vous allez faire de cet argent? Comment vous allez l'investir? Et donc ça, c'est hyper important parce que en réalité, je vous donne le disclaimer à la fin, ces 140 €, c'est pas des euros, c'est des minutes. Tous les jours, on a 140 minutes à investir et on peut en faire ce qu'on veut. On peut passer sa journée à dormir, on peut passer sa journée à se former, la moitié. Et donc, je trouve que c'est un mécanisme qui est intéressant de se dire, OK, ce que j'ai de plus précieux, c'est le temps. Ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Et donc, du coup, comment je vais investir ce temps? Jour, une semaine, au week-end. Euh, donc, pour continuer, les erreurs simples que moi j'ai pu déceler, en tout cas dans mon expérience, le premier point, c'est la comptabilité. C'est hyper important de suivre vos chiffres, d'avoir un regard sur ce que vous dépensez. On a vite fait d'avoir des petits forfaits d'abonnement qui traînent, qu'on n'utilise plus, ou même de toute manière d'avoir un suivi comptable au sens très large du terme. Euh, Moi, j'utilise par exemple Pennylen pour vous donner des outils précis, hein. J'ai pas
mais je trouve que c'est un outil qui fonctionne bien et qui est assez efficace. Le 2e point qui est un peu en lien avec ça, c'est les outils. Moi, c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps à chercher les bons outils. J'en ai testé plusieurs. Il y en a plein qui m'ont déçu, dont des gros du marché, voilà, qui correspondaient pas à mes attentes parce que, parfois trop compliqués, trop ceci, trop cela. Et donc, finalement, moi j'ai fait le combo, Furious Squad, qui est un outil qui est pas très connu, mais qui fonctionne très, très bien. Un petit coup de Slack et un petit coup de Google Workspace avec toute la suite Workspace, notre équivalent Word, Excel, PowerPoint. Et c'est voilà, c'est fabuleux, ça fonctionne très très bien. Mais en tout cas, les outils pour moi, c'est la clé de gagner du temps. On utilise beaucoup de temps en R&D chez Applix pour justement avoir des outils qui font gagner du temps à nos consultants sur par exemple les audits sémantiques, les audits de popularité. Donc pour moi, le gain de temps à travers les outils est primordial. Ensuite, une histoire que vous connaissez peut-être, et qui illustre un peu ce qu'on appelle le product market fit, c'est-à-dire la proposition de valeur. Donc, Bic, qui est une marque qui est connue, qui l'était déjà à l'époque, où ils ont lancé des parfums, a fait un flop énorme. Donc c'est une histoire, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est amusant parce que, Bic, société qui fonctionne, sans trop de problèmes, heu se plante complètement. Pourquoi? Parce que, alors c'est mon analyse et peut-être qu'il y a plus sophistiqué comme analyse, mais en tout cas, de mon sens, ils étaient sur un produit qui était très accessible, peu cher, là où le parfum est un produit de luxe sur lequel on a presque envie de dépenser. Donc du coup, flop total, arrêt et voilà. Donc ça, c'est évidemment hyper important d'avoir une proposition de valeur, d'avoir quelque chose à raconter ce qu'on peut appeler une espèce de storytelling. Nous, chez Applix, par exemple, moi, j'ai une de mes intuitions, c'était des clients qui me disaient, voilà, les PPT à rallonge, franchement, on n'en peut plus, ça raconte la même chose, on en a déjà 15, ça coûte cher, et puis on vous paye pour de la mise en page, ça ne nous intéresse pas. Donc du coup, bah, exit les PPT et on est passé sur du Trello pour tout de suite proposer des recommandations, échanger avec les développeurs et avancer. Euh, Deuxième, donc dans la lignée de ce product market fit, j'ai évidemment passé le plus clair de mon temps au début hein, de l'aventure sur la proposition commerciale. La proposition commerciale, c'est la clé de voûte puisque c'est ce que vous allez proposer à votre prospect. C'est ce qui va ou pas lui donner envie de travailler avec vous. Et donc, l'objectif de ces propositions commerciales, c'est qu'elles soient hyper chiadées. Donc, nous, on travaille pour que le client euh, voit bien en fait qu'on a compris ce qu'il attend de nous, pardon, qu'on connaît sa technologie, qu'on connaît sa niche, sa thématique, etc. Donc ça, nous, on passe un temps important parce qu'on s'aperçoit qu'on a des clients qui peuvent potentiellement ne pas nous choisir, finalement, en n'ayant pas bien compris notre proposition de valeur. Et on est toujours très convaincu de sa proposition de valeur, mais en réalité, c'est important de bien la resituer dans une proposition qui est claire. Un petit framework sur ce sujet-là qui est important, que vous connaissez peut-être, c'est le framework AR, je ne sais pas comment on prononce, qui permet en fait de se poser les bonnes questions sur chaque étape finalement du funnel. On en parlait un peu dans la précédente conférence. Euh, bon, il y a plein de frameworks et aucun ne détient une vérité unique. Et l'idée, c'est de dire, voilà, par quels moyens mon entreprise est visible. Donc, mes canaux d'acquisition, bon, nous, c'est notre expertise, donc ça ne pose pas trop de soucis. Mais en tout cas, voilà, comment je véhicule mon entreprise pour mes futurs prospects. Comment les clients entament une collaboration, comment les clients vont entamer la collaboration, comment je vais faire pour créer l'acquisition, comment je vais les activer, comment ils vont expérimenter la valeur que je veux leur donner, comment je vais les garder aussi. Voilà. Ça, c'est hyper important, faire que le prospect passe à l'action et puis voilà.
le référent, le revenu. Bon, voilà, c'est des choses que vous connaissez sûrement, qui sont j'ai récupéré ça de Scalzia qui fait ça très bien. Heu, N'hésitez pas à regarder, il y a beaucoup de podcasts hein, aussi il y a des podcasteurs qui sont spécialisés sur ce framework et donc ils interviewent des entrepreneurs pour décortiquer, chacune de ces étapes. Mais chacune de ces étapes est primordiale, pour, justement, travailler sur votre rétention, votre capacité à l'activation. La preuve sociale. Donc ça, c'est, quelque chose d'hyper important évidemment. En fait, c'est la dimension, désintéressée, du netlinking qui fera évidemment, que ça fonctionne. Hem, Plus les gens vont enfin, le fait qu'on vous recommande est quelque chose d'hyper important. Donc le fait de travailler, avec des gens, de les aider au début peut-être, voilà, enfin gratuitement, moi ça m'arrive assez souvent si je le peux, en fonction de mon temps, de donner, du temps aux autres pour les aider, leur donner un petit coup de main, les débloquer dans quelque chose. Heu, la recommandation, c'est la composante la plus importante du networking. Et pour illustrer ça, vous savez, dans Friends, on a tellement l'habitude qu'on fait plus attention, mais vous savez, il y a des rires enregistrés. Et en fait, c'est pas évidemment pas un hasard, parce que les rires sont clairement surjoués. Ça peut faire paraître un peu bizarre, mais ça a un impact hyper important sur le pouvoir comique de la scène. Et donc, du coup, le fait c'est exactement la même chose sur la recommandation. Plus vous aurez des gens qui ont confiance en vous, plus ils vous recommanderont à, à leur, euh, à leur tiers. Euh, une erreur très fréquente aussi que je remarque, c'est des erreurs liées à la gestion de l'humain. Ça, c'est ma grande tristesse. En gros, en fait, on retrouve souvent, des petites erreurs, assez classiques, par exemple, un manager, d'abord le manque de courage managérial, ça c'est très classique. On n'ose pas dire les choses aux gens, on n'ose pas aller voir, Paul, Jacques, Samantha, qui tu veux, pour lui dire: «Écoute, là, il y a un souci» et très rapidement, on arrive dans des boîtes qui sont, énormes, impersonnelles et voilà. Prendre le temps, d'éteindre le feu, de chercher ce qui ne va pas est hyper important. Et c'est souvent pris à la légère dans les entreprises parce que bon, bah, la boîte, elle marche, ça crache de l'argent, fine. Mais c'est vraiment une erreur. Euh, sur le management en tant que tel, une confusion très fréquente, c'est la situation de pouvoir en tant que manager. Ça peut être peut-être plus pour les nouveaux managers que voilà, mais on pense qu'être chef, en fait, c'est avoir toutes les solutions. C'est de dire voilà, tu dois penser ça, tu dois faire ci. Alors qu'en réalité, c'est l'inverse. Être chef, c'est savoir être à l'écoute. C'est savoir prendre en compte ce que te disent les personnes. Par exemple, chez Air France, quand il y a un échange, soit sur un problème ou sur une donnée précise, eh bien, le copilote, s'exprime toujours en premier. Parce qu'évidemment, on part un peu du principe que le pilote, c'est le plus sachant, le plus expérimenté. Eh bien, le copilote, pour pas être en porte-à-faux vis-à-vis du pilote qui, s'il s'exprimait en premier, pourrait dire: «Bah, moi, je pense A, B, C, D» et le copilote, il pense autre chose, mais il va pas se mettre, voilà, en contradiction avec le pilote, donc il va rien dire. Donc pour éviter ça, on demande au copilote de s'exprimer toujours en premier. Et nous, c'est quelque chose qu'on fait aussi, c'est que, bah, moi, je vais dire à mes équipes, bah: «Comment tu résoudrais ce problème-là? Comment tu ferais toi, quoi?» Et après, on peut échanger, on discute et cetera. Donc ça, c'est hyper important. La pression et le stress, provoquent des erreurs de management classiques. Moi, j'avais eu une fois dans mon précédente expérience, une personne qui m'avait dit: «Voilà, je veux changer de manager». OK, très bien. Explique-moi pourquoi. Elle m'explique et puis je me rends compte que, non, pardon, et je lui dis: «Voilà, moi, je veux bien changer d'équipe, j'ai aucun souci. Simplement, est-ce que tu peux, expliquer au manager, ce que tu lui reproches, là où tu as été blessé? Parce que, moi, j'ai pas envie de reporter tes propos, je vais mal le faire» et cetera. Et le lendemain, je lui dis à cette personne: «Allez, tu changes d'équipe puisque tu me l'as demandé, moi on est d'accord». Elle me dit: «Non, non, 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 c'est bon, je veux plus changer d'équipe».
Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils avaient parlé et en parlant, ils se sont rendus compte que voilà, il n'y avait pas de sujet en fait et pas de problème. Donc du coup, l'importance voilà, de s'occuper de ses équipes et de faire attention. Et puis l'importance des femmes, évidemment, moi je le pense beaucoup. Dans une équipe qui serait trop masculine, pour moi, c'est hyper important d'avoir une présence féminine. Ça apporte plein de choses qui sont positives. Et voilà, donc pour moi, c'est une priorité d'essayer d'avoir un maximum de femmes dans mon équipe. Euh, le réseau, le réseau est important, c'est primordial. Moi, j'avoue que je me rendais mal compte à quel point le réseau est quelque chose qui fonctionne et qui est efficace. Et donc, ça a fait très vite appel à ce qu'on appelle faire du networking, ce qui est un sujet qui est très souvent un sujet anxiogène pour les gens, puisque en fait, dans la tête d'un certain nombre d'entre nous, faire du networking, c'est une démarche qui va être intéressée, voire même un peu dérangeante. Sauf qu'en fait, c'est tout sauf ça. On est en effet d'accord sur le fait que si tu envoies un message LinkedIn, tu sais, le fameux call emailing, salut, tu veux pas m'acheter tel truc, tel truc. Bon, et là, ça fonctionne pas. On est totalement d'accord parce que eh bien, la personne va te. Enfin, on va mettre le sujet à la poubelle, évidemment, parce que tu t'intéresses pas du tout à moi. Tu veux me vendre ta cam, très bien, à part tomber vraiment au bon moment. Il y a très peu de chances que vous ayez des retours. Et en fait, quand on parle de networking, on parle pas forcément d'aller serrer des pinces, d'aller dans un cocktail en disant salut, tu sais, je m'appelle Emmanuel, je suis hyper intéressant. Donc, c'est pas ça le point. Le point, c'est ne serait-ce que quand tu croises une collègue, quand tu as la directrice financière de ta boîte dans un ascenseur, c'est tu prends 2 minutes pour discuter avec la personne. Et en fait, ça commence par ça, le networking. Donc, l'erreur classique, c'est de vouloir se dire, je dois vendre quelque chose, je dois obtenir une faveur. La clé du networking qui est réussi pour moi, c'est la dimension qui est désintéressée. Donc ça, j'avais reçu ça d'un précédent coaching, j'avais trouvé ça absolument excellent, de Ludovic Giraudon. Et donc ça, voilà, sa formation complète est hyper intéressante là-dessus. Les gens ne comprennent pas que résumer le networking à une prospection commerciale, c'est une erreur qui est tout à fait classique, mais hors sujet. Donc, l'idée, c'est d'abord, dans un premier temps, je vais quand même vous donner des clés sur le networking, en tout cas qui sont les miennes. D'abord, c'est son cercle de connaissances, parce que les gens me disent, oui, non, mais toi, machin, tu connais tout le monde, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Et donc ici, on a en fait la possibilité de faire un point déjà sur son cercle de connaissances. Est-ce que vous êtes penché 2 minutes pour faire l'exercice et commencer à répertorier dans votre téléphone ou dans vos réseaux sociaux, hein, les gens voilà, qui gravitent autour de vous, les gens qui ont peut-être soit de l'influence, soit une expertise, soit une proximité avec quelque chose qui vous intéresse. Il y a plein de choses. Et en fait, je pense que vous seriez surpris de la taille de votre réseau. J'inclus là-dedans l'ami d'un ami qui vous a déjà parlé, qui, sauf cas exceptionnel, vous a trouvé sûrement sympathique. Voilà. Et donc, n'hésitez pas à faire cet exercice qui en fait, est rapidement très, très bénéfique. Alors, je vais vous donner 4 techniques pour nourrir une discussion, heu, et qui sont les bases, mais qui, encore une fois, je le redirai plusieurs fois, doit être sincère, hein, sinon c'est pire que tout. La première, c'est, de poser des questions. En fait, les gens, finalement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les gens adorent parler d'eux-mêmes et donc finalement, quand on s'intéresse à eux, avec sincérité et ben, ils trouvent ça très agréable, ce qui peut ne pas être, complètement, délirant. Donc, n'hésitez pas voilà, à poser des questions aux gens. Les gens utilisent toujours le je, s'intéressent beaucoup plus à leur petite personne qu'à vous. Et donc, ça fait du bien d'avoir des gens qui s'intéressent à vous avec sincérité, qui vous posent des questions
Et donc, se sentir écouté, c'est une marque d'intérêt qui est vraiment puissante et qui n'est pas si fréquente que ça, je le répète parce que je l'expérimente tous les jours. Et des gens qui vous écoutent avec une écoute active, je pense que c'est pas ultra fréquent. La seconde technique, c'est d'aller à la pêche au point commun. Ça, c'est très efficace aussi. C'est essayer en fonction de ce que vous connaissez de la personne et de trouver des points communs. Donc ça, c'est sympathique parce que en fait, si vous avez une passion commune, je sais pas, j'ai mis pour le basket, pour le Pays Basque, vous avez tous les deux une famille nombreuse, j'en sais rien. Ça, c'est excellent parce que ça va vous donner plein d'accroches pour dire: «Ah bah, toi aussi tu as plein d'enfants. Ah bah, écoute, moi j'en ai, c'est pas tous les jours facile, mais bon, c'est quand même chouette, j'en sais rien. Ah le Pays Basque, c'est trop beau, tu as déjà fait cette balade-là?» et tout ça. Donc ça, c'est un moyen, assez facile de se connecter émotionnellement avec, votre interlocuteur et donc du coup, et bah, quand on s'identifie avec quelqu'un et qu'on a des points communs, on va plus facilement rentrer en relation avec la personne et créer du lien. 3e technique, c'est, ça j'y crois aussi beaucoup, c'est faire du feedback positif. On a, heu, on a parfois une autre opinion de soi-même, et moi je pense que le fait de, dire les qualités, d'autrui plutôt que s'auto-congratuler de nos réussites est beaucoup plus efficace. Et donc rares sont les gens, qui prennent le temps en fait de faire des retours à leur interlocuteur. C'est évidemment, très puissant, en management d'équipe, pour, remercier sincèrement toujours l'interlocuteur, pour une raison précise. Donc c'est l'un, je ne sais pas si vous connaissez la pyramide de Maslow, je vous invite à aller, jeter un coup d'œil si ce n'est pas le cas. Si vous remerciez, si vous félicitez pardon quelqu'un, de façon, sincère, vous allez évidemment, créer aussi, du lien avec cette personne et puis, bah, voilà, si c'est sincère, c'est toujours agréable d'avoir des feedbacks, qui sont, positifs. Et dernière technique, bah, raconter une histoire. Alors ça, c'est aussi très important, si vous faites du SEO, fine, ou autre chose d'ailleurs, très bien, mais c'est très froid, si c'est dit comme ça. «Salut, je fais du référencement». «Ah d'accord, c'est quoi?» «Bah, c'est bon». Vous devez soigner votre storytelling et le storytelling, on l'a vu tout à l'heure, hein, dans la mission, ça change absolument tout. Alors, si c'est du storytelling pour raconter l'eau chaude et comme j'ai pu, le voir, ça c'est ultra contre-productif, ne mentez pas sur ce que vous faites et cetera. On a le droit on a le droit de faire un peu de marketing, voilà, de mettre en avant les choses positives, mais après, enfin, raconter un truc qui est complètement, limite, je trouve ça, très discutable comme façon de faire. Donc nous, typiquement, chez Uplix, on a voulu, le storytelling, c'était dire, bah, on a créé Uplix pour s'éloigner des agences SEO usines et pour proposer du sur-mesure. Les clients ne veulent plus de PPT de 40 pages, ils veulent des recommandations concrètes. Donc le résultat, il est là, c'est pas du blabla. Et donc la création d'Uplix, c'est engagement, innovation et l'efficacité qui sont au cœur de notre ADN. Donc, travaillez votre storytelling et ça va évidemment, grandement donner envie aux gens de travailler pour vous. Alors une composante, qui est, évidemment, importante, c'est la notion de marathon dans le networking. Heu, c'est évidemment, peut-être, déstabilisant, mais l'art de la conversation et de faire du networking, c'est pas un sprint. Il faut pas le faire, toutes ces qualités, que je donne ici, il faut, les appliquer tous les jours et ça paye qu'au bout d'un moment. Voilà. Donc moi, je vous conseille typiquement de prendre du temps chaque semaine pour, entretenir votre réseau. Moi, je me cale du temps pour, bah, faire des déjeuners avec des gens, rencontrer des nouvelles personnes et d'ailleurs très souvent ça donne pas, forcément, lieu à un deal derrière ou à quelque chose, mais ça reste on rencontre des gens, des nouvelles technologies, on crée des amitiés et donc au bout du compte, bah, c'est la clé pour avoir un réseau qui augmente et des gens qui vont, spontanément,
avoir envie de vous contacter s'ils en ont besoin. Hem, donc les points importants que je voulais vous transmettre, dans cette conférence, c'est, 1, premièrement se fixer des objectifs, hem, qui soient, des objectifs qui peuvent être personnels et professionnels. Et fixez-vous des objectifs qui sont atteignables. Essayez de vous raccrocher à la méthode SMART qui est évidemment une méthode, qui a fait ses preuves et voilà. Il y a un le je vais tout de suite sur le point 5 parce il est important. Sur ces objectifs, n'ayez pas peur de pivoter. N'ayez pas peur de vous dire: «Bah, ça fonctionne pas et on va le faire autrement». C'est coûteux, ça demande de la remise en question. C'est souvent d'ailleurs le point problématique, c'est d'accepter de se dire: «Bah, en fait, bah, je me suis planté donc je vais faire les choses autrement». Nous-mêmes justement, on a remis à plat, toute l'organisation, chez Applix donc du coup, on a fait des changements qui étaient assez importants au niveau des équipes et tout ça pour mieux répondre à nos clients et ça a été un peu un séisme parce que beaucoup de changements, il y a une résistance au changement des gens qui est tout à fait, naturelle et hem et donc voilà, donc je pense que le pivot aussi, quelque chose de très important à avoir en tête. Il y a plein de conférences là-dessus. Le business plan, fixez-vous des objectifs financiers, essayez de regarder un peu, même si ça évolue, essayez d'avoir un BP simple sur une projection sur 5 ans, en relation avec vos objectifs. Les outils, voilà, faites des sondages autour de vous, essayez de regarder qui utilise quoi, intéressez-vous un peu à pourquoi ils utilisent ces outils, quel est le gain de temps, de faire ces outils. Moi typiquement, j'ai une IA qui gère mon calendrier, quand quelqu'un me demande un rendez-vous. Donc elle est capable de prendre, des rendez-vous dans mon calendrier, si la personne répond: «Ah mais finalement je suis plus disponible, est-ce que tu as d'autres dates?» Bah, la personne, l'IA va répondre en disant: «Oui, pas de problème, j'annule, quelle date vous correspondrait parmi ces dates-là?» Elle est capable de relancer si la personne ne répond pas. Voilà, ça s'appelle Julidesk si vous voulez aller voir et c'est, voilà, c'est hyper efficace. Les gens pensent que j'ai une assistante, mais en fait, c'est pas GPT-3, mais ça fonctionne bien aussi. Mettre de l'énergie dans son management, la reconnaissance, c'est la base de tout. Ça, le nombre de personnes qui aiment pas leur enfin, qui surkiffent pas trop, leur travail, qui sont convaincus qu'ils feraient beaucoup mieux que leur chef et cetera, ce qui est peut-être vrai, j'en sais rien. Voilà, c'est assez attristant. Donc vraiment, là-dessus, voilà, nous, notre pétrole, c'est nos équipes. Donc moi, j'essaye, si je peux, de chouchouter, mes équipes et puis, bien suivre l'évolution, bien prioriser les tâches. Si vous êtes, à la tête d'une entreprise, même si, pour moi, c'est difficile de moins mettre les mains dans le cambouis, je pense que le rôle aussi, d'un chef d'entreprise ou quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est d'essayer de prendre de la hauteur au maximum et d'être à la barre quand il le peut, parce que c'est là où on l'attend. On l'attend sur une vision, on l'attend sur une volonté de réussir. Voilà, je suis peut-être allé un peu plus vite que prévu, je ne sais pas. Je voulais finir par une petite histoire drôle, pour pousser, l'entrepreneuriat. Donc n'hésitez pas, alors j'ai mis, voilà notre newsletter si vous voulez vous inscrire sur notre site pour la suivre et une petite histoire pour vous donner, envie de vous lancer dans l'entrepreneuriat. C'est l'histoire de, on va dire, de Emmanuel qui, voilà, qui arrive le matin et puis il est salarié, Emmanuel, et puis il voit son chef qui arrive et qui a une énorme voiture absolument magnifique avec toutes les options, une belle Ferrari sublime. Et donc Emmanuel dit: «Ah, écoute, bravo, cette voiture, elle est extraordinaire, mais comment tu fait pour réussir, euh, enfin, c'est génial et tout, enfin, tu as trop de la chance d'avoir une belle voiture comme ça». Et donc le patron lui dit: «Bah, écoute, c'est assez simple, je vais te donner un conseil, Emmanuel, parce que je sens que, s'il y a pas de raison, je vais te donner un conseil. Écoute Emmanuel, si tu travailles très fort, si tu te donnes vraiment beaucoup de peine dans l'entreprise, que tu regardes pas tes horaires, que tu travailles le week-end,
que tu te donnes corps et âme, vraiment à fond, et ben dans un an, pas plus tard que dans un an, eh bien normalement, eh bien je pourrais peut-être m'en acheter une autre. Voilà, c'était une petite boutade. Bon, je vous entends pas rigoler, donc j'espère qu'il y en a certains qui rigolent un petit peu. Et puis je vous remercie pour votre écoute. Merci Emmanuel. Merci Emmanuel de ton intervention. C'était On t'écoutait religieusement. tout à fait. C'était très intéressant. On a quelques questions. Moi aussi, j'ai une question, puisqu'en fait, on se trouve aussi dans une dynamique d'hypercroissance. Comment toi, tu as géré justement de passer de 0 à 20 salariés, en fait? Quels ont été les obstacles que tu as pu rencontrer et ce que tu as pu mettre en place pour pallier ça? C'est une bonne question. Alors d'abord, le premier obstacle, c'est le recrutement. C'est-à-dire que bien recruter, c'est hyper important. Et c'est compliqué parce que d'abord, les gens sont soit pas disponibles tout de suite, soit ils peuvent avoir la tentation de vous raconter ce que vous avez envie d'entendre pour être recrutés, et en fait, ils sont pas à la hauteur des espérances attendues. Euh, donc, la première clé, c'est le recrutement pour embaucher les bonnes personnes. Se tromper dans le recrutement de quelqu'un et embaucher une personne qui finalement n'est pas si motivée ou n'a pas bien compris sa mission de ce qu'on allait attendre de lui, fait perdre un temps hyper important. Et puis, un départ, enfin, moi, je vis toujours très mal un départ dans une boîte parce que bah, on sait bien que c'est ni facile pour le salarié et pour moi, je trouve que c'est toujours compliqué à gérer humainement parce que c'est jamais une situation facile. Donc, la qualité du recrutement, elle est importante. Donc, nous, on y met un soin particulier pour bien écouter la mission. Là, encore hier, j'ai un candidat qui a déjeuné avec l'équipe et avec nous. Et on était juste au premier entretien parce que bah, au moins il voit l'équipe, il voit si on est sympa ou pas, et il peut se faire sa propre opinion. Et voilà. Donc c'est un premier sujet, c'est dans le recrutement. Le deuxième sujet, c'est dans l'attention portée aux salariés. Donc nous, on va avoir par exemple une politique où on va faire des points fréquents avec les salariés. On va être très attentif à ce que j'appelle les signaux faibles, à faire ensemble. Quelqu'un, par exemple, je vois Laura qui arrive le matin, puis elle a une petite mine, elle a l'air de faire un peu la tête. Et bah, au lieu d'éviter le sujet et de ne pas vouloir en parler avec elle, je vais essayer d'échanger avec elle et d'essayer de comprendre ce qui se passe et de mettre un peu aller arriver avec mes gros sabots en posant des questions qui pourraient paraître des questions un peu personnelles, en disant ça va, écoute, je trouve que tu as une petite mine, ce qui peut ne pas être forcément bien accueilli, mais au moins on casse la glace et on pose des questions, on essaie de trouver des solutions. Ensuite, le dernier point, c'est de travailler sur, bon, moi sur la rémunération, on essaie d'être chaque année sur les augmentations. Nous, on a des augmentations qui vont jusqu'à 10%. L'année dernière, dernièrement sur l'année, tout le monde a eu 10% d'augmentation. C'est une forme de reconnaissance pour que les gens restent, pour qu'il y ait de la croissance. Mais la clé dans la croissance d'une société rapide avec beaucoup de personnes, c'est ta capacité à donner de l'attention à chacun de tes salariés et que lui ait la sensation de ne pas faire qu'un travail, mais d'être aussi partie d'une équipe avec une ambiance, avec des occasions pour boire une bière et de se sentir écouté. D'ailleurs, la bière est revenue dans le chat. Quand il parlait networking, Daniel disait offrir une bière, ça marche tout le temps. C'est clair. Soyez généreux sur la bière. Et justement, je vais te passer une question de Régis, que je salue au passage. Donc, comment recrutes-tu des consultants seniors et doit-il obligatoirement aussi y avoir un manager selon toi? Très bonne question. Bon, d'abord, j'avais dit que je vendais pas de rêve, alors je le fais jusqu'au bout. Moi, j'ai un peu de chance là-dessus. Peut-être une bonne étoile ou quelque chose comme ça. En fait, bon, souvent, j'ai quand même quelques CV qui sortent du lot
et qui fait que j'ai la chance d'avoir des bons profils. Euh, les consultants seniors, comment on fait? Je pense que d'abord, en donnant évidemment, comme le fait très bien Régis et Julien, en donnant des conférences, en donnant une image de technicité, en faisant en sorte que on sait un peu de quoi on parle, ça donne envie à des gens de vous rejoindre. Moi, j'ai déjà eu un peu ce discours en disant oui, je vous ai suivi en conférence. Bon, je pense qu'il y a des choses à faire. Nous, on a une formation interne Black Hat hein, pour essayer de montrer un peu des techniques un peu avancées qui n'ont rien à voir évidemment avec nos clients, mais pour donner envie aux gens de se dire voilà, ils vont recevoir d'autres choses, des choses un peu plus avancées. Mais c'est compliqué, c'est compliqué. Et est-ce qu'ils doivent avoir obligatoirement un manager? Oui, au début. Au début. Moi, nous, on a une période où, quelle que soit la seniorité du consultant, il est copilote d'un manager, enfin d'un consultant senior qui est déjà dans l'entreprise depuis au moins 1 an. Et il va être même la petite main de ce consultant. Il va faire les comptes rendus. Voilà. Donc c'est hyper important quand même que cette personne, elle soit, et même, j'allais dire, un peu choyée au début, avec une attention particulière pour l'onboarding, pour qu'elle sente qu'elle est écoutée, pour qu'elle sente qu'elle puisse poser ses questions, pour que on puisse tous les jours, enfin à chaque fois que j'ai une nouvelle personne qui arrive, je soigne l'onboarding. Je dis, ah tiens, ça, on ne répond pas à cette question, et c'est vrai. Et je leur demande, vas-y, lis l'onboarding, dis-moi ce que tu n'as pas compris, ne parle que de choses négatives, dis-moi simplement ce qu'on peut améliorer. Mais bon, oui, les consultants seniors. Après, juste un dernier point, si j'ai encore un petit peu de temps pour répondre à la question. Je pense, je pense que le débat, il n'est pas forcément dans la seniorité des consultants d'un point de vue technique. Il est dans la seniorité des consultants d'un point de vue soft skills, d'un point de vue humain. Je pense que le client, enfin, je pense que quelqu'un qui a des lacunes il ne sait pas faire l'analyse de log ou ça se répare, ça. Ça se répare assez vite. Tu prends le temps par la main, vous donnez des conférences excellentes. Enfin, la connaissance, elle est, avec de nos jours, elle est à portée de la main. Il n'y a plus besoin de lire des bouquins et de vérifier l'astuce. Et donc, du coup, la connaissance, elle est là. Donc, moi, c'est vrai que je fais souvent le pari d'embaucher des gens qui ne sont pas forcément des cadors en SEO au départ, mais par contre, qui ont un savoir-être excellent. Et donc, une fois que j'ai ça, ben, je les forme en fait. Je les mets dans une piscine et du coup, on les forme, on les forme, on les forme, on leur donne Et je vous dis, ils font des comptes rendus, ils créent de la valeur, on leur montre les outils et on les met pas en relation avec un client tout de suite. Et en fait, très rapidement, ils ont quand même une appétence pour le SEO. Là, voilà, si tu veux devenir consultant SEO et que tu n'as aucune connaissance, c'est quand même un peu compliqué. Mais on les forme et nous, par exemple, on a des alternants qui sont arrivés avec très peu de connaissances et qui sont maintenant, enfin, voilà, ça se passe très très bien. Donc, il y a quand même tout un aspect très humain dans le service qu'il ne faut pas oublier. Et tu as des clients qui quittent des agences parce qu'ils se disent non, mais attends, je suis un numéro chez vous, je me barre en fait. Voilà. Et pour Ok, compléter sur l'expertise de toute, excuse-moi Mélodie, de toute manière, tout le monde ne sait pas tout faire parce que tu es confronté à des problématiques en fonction de tes clients. Et si je reprends l'exemple de l'analyse de log, bah, si dans ton parcours, tu n'as jamais eu besoin parce que tu bossais sur des petits sites, ça ne veut pas dire que tu n'es pas senior ou que tu n'es pas bon, que tu n'as juste pas eu l'occasion de le faire. Et dernière chose, de toute manière, on a un métier qui évolue toutes les semaines, donc il y a toujours des choses à apprendre. Donc en effet, c'est beaucoup plus facile d'apprendre l'analyse de log que d'intégrer des nouvelles soft skills quand ça fait 10 ans qu'on fait ce métier, quoi. Exactement. mais c'est un enjeu aussi, le recrutement aujourd'hui, on le voit bien qu'il y a la quête de sens que tu parlais justement dans ta conférence, c'est quelque chose qui revient très souvent. Ouais. Depuis surtout la fin Covid, on le ressent de plus en plus, les personnes au-delà d'un salaire aujourd'hui recherchent aussi un sens et des responsabilités, vraiment d'être impliqué dans une entreprise. Donc c'est quelque chose à travailler de plus en plus pour les recruteurs et aussi à arriver à fidéliser ces recrues parce que c'est important. Enfin, nos recrues au quotidien, c'est vraiment ce qui va nous faire gagner sur toutes nos CA. Il y en a d'autres questions qui sont plus, cette fois-ci, orientées marketing. Tu évoques les objectifs SMART, mais pas la matrice SWOT, qui je trouvais très utile. Est-ce qu'il y a une raison?
Ah, ah, ah. Alors d'abord, j'ai une volonté de calibrer, mais la matrice SWOT, si, la matrice SWOT, très intéressant. Moi, je vais l'utiliser plutôt pour une prise de décision. Je vais utiliser la matrice SWOT. Donc pour ceux qui ne connaissent peut-être pas, c'est savoir prendre 4 cas de figure dans une décision. Ça va être les forces, les faiblesses, les menaces, les opportunités. Nous, on l'utilise typiquement sur les clients qui nous posent des questions en disant, par exemple, est-ce que je dois récupérer ce nom de domaine ou partir d'un vierge, faire expirer ou partir d'un vierge? Est-ce que je dois faire un répertoire pour l'internalisation de mon site? Est-ce que, bon, voilà. Et donc, parfois, il n'y a pas qu'une seule réponse. C'est la fameuse réponse du consultant SEO, ça dépend. Et donc là, le SWOT, il est hyper efficace. Donc oui, moi, je vais plutôt l'utiliser. Le SWOT, je vais plutôt l'utiliser avec mes clients. Je vais plutôt avec mes clients. Mais en effet, si vous vous confrontez à un truc et en vrai, vous n'en sortez pas, la première solution qui est très simple, c'est une feuille avec pour et contre. Et tu vois ce qu'il y a. Tu mets des choses en pour, tu mets des choses en contre et tu vois ce que ça donne. Ça, c'est le truc le plus rapide. Et puis après, le SWOT, ça, c'est pour une analyse très fine en essayant de se donner les moyens de trouver la bonne solution. C'est bien. Ok. Voilà, Frédéric, merci. On a des questions plus personnelles sur notamment sur pour monter son auto-entreprise et constituer son business plan. La façon de procéder un petit peu sur. Alors ça, c'est justement le business plan sur une rédaction, sur la rédaction web. Je pense qu'il y a une première question, c'est d'abord, est-ce que je suis fermé à recruter d'autres rédacteurs et à créer une entreprise ou je souhaite simplement être rédacteur web pour mon compte et je ne veux pas augmenter trop. Ça va beaucoup jouer dans le BP parce qu'en gros, si vous êtes tout seul, vous devez juste en fait bien gérer votre flow de clients et de commandes. Et après, vous allez tout simplement fixer un prix. Il y a moins besoin d'un BP pour ça, même si ça peut être intéressant, mais on ne peut pas faire de scalabilité, donc on ne grossit pas. Et l'intérêt du BP, c'est de gérer une croissance en termes de chiffre d'affaires. Et comme on ne peut pas se cloner, pour augmenter en général sa capacité et son chiffre d'affaires, il faut forcément embaucher. Après, donc du coup, en tout entrepreneur, ça ne marche pas forcément dans ce genre de cas. Donc, ce serait plutôt dans le cadre d'un recrutement. Et après, dans le cadre d'un recrutement, la variable, ça va être justement le poids des salariés par rapport au chiffre d'affaires et la marge que ça va dégager. Et typiquement, la rédaction, c'est un sujet très intéressant puisque c'est un petit peu comme le SEA, c'est des marges qui sont un peu fines. Et donc, les clients, ils ont un petit peu du mal à payer pour du contenu. Et il y a une vraie proposition de valeur à avoir dans la rédaction qui est de plus en plus compliqué avec GPT-3. Non pas que GPT-3, évidemment, remplacera les rédacteurs, on le dit, on le redit, mais que du coup, il y a peut-être un sujet de proposer, d'utiliser la technologie pour rédiger plus vite. Maintenant, on ne prend plus la calèche pour faire un Paris-Toulouse, on prend une voiture. Donc, c'est pareil pour GPT-3, ça peut être utile d'utiliser les outils pour rédiger plus vite. Si je peux compléter, Léa Picosson, elle est passée la semaine dernière dans le live de Fred Bobet, Tricaille Livestream, et elle racontait comment elle est passée à son compte. Et il y a tout un passage notamment sur comment tu fixes tes tarifs, parce qu'en fait, c'est surtout l'enjeu quand tu es auto-entrepreneur. Je me permets de poster le lien dans le chat. Et elle disait qu'elle a testé beaucoup. En fait, elle est allée voir sur Malte les tarifs. Et puis, quand tu fais du conseil en agence, généralement, tu tarifies au temps passé, tu te vends au temps passé. Et du coup, c'est intéressant parce qu'il y a 10-15 minutes sur comment elle a fait des tests, en fait. Pendant un an, elle a testé des prix différents. Tu peux aussi traquer ton temps passé pour estimer ta capacité à produire du contenu dans une journée. Donc ça, c'est des outils qui sont simples à mettre en œuvre. Et si tu es précis et que tu suis beaucoup les 6 premiers mois, je sais pas, tous les mois, tu regardes, ok, j'ai passé tant de temps, tu vas faire du gain de productivité. Tu parlais de ChatGPT, Emmanuel. Donc, généralement, quand tu démarres, voilà, faut pas hésiter à aller se comparer sur les prix du marché, regarder le temps et en fait, ton BP, tu vas le construire un petit peu comme ça, quoi.
Est-ce qu'il y a Je d'autres pense que ça répond questions? à la question aussi de Lydie, hein. Comment savoir si nos prix proposés par rapport à la concurrence sont attractifs? Justement d'aller, comparer et de tester comme tu disais, je pense que ça peut déjà répondre à cette partie de question. Mmh. On a une question qui est plus orientée alors sur la partie consultant, donc combien de temps pour devenir consultant en partant de 0? Juste une petite réponse par la question précédente. Je pense que l'objectif d'être attractif n'est pas du tout le sujet, si je m'autorise à être un peu désagréable. Faut pas être attractif, il faut avoir une proposition de valeur qui soit différente de tes petits camarades. Et donc, après, une fois que la proposition de valeur est là, fais payer très cher, en fait. Il n'y a pas de problème. Tu as des clients qui sont prêts à payer très cher, ils courent peut-être pas les rues ou ils sont peut-être plus compliqués à obtenir. Je dis pas l'inverse, mais la clé, c'est pas le prix, c'est la proposition de valeur. Et donc, à partir du moment où tu arrives à être discriminant, je ne sais pas, tu es vraiment une experte sur tel sujet, tu trouveras sûrement un client qui aura très envie de ton expertise et qui paiera pour avoir des articles de qualité. Nous, en fait, nos clients, on peut se raconter beaucoup d'histoires. Ils consomment beaucoup dans notre studio, plutôt des contenus faits par des rédacteurs, des gens qui ont fait des lettres, etc. Et en fait, ils payent. Donc on essaie, ils sont rares, enfin ils sont pas attirés sur le contenu, même par un humain peu qualitatif. Voilà, pardon pour cette petite aparté. Combien Il de y a pas temps de souci. pour devenir consultant? Et ben pour moi c'est très rapide. Nous, alors je sais pas si j'ai tort de dire ça, mais bon, nous on a une formation qui dure 2 jours. Dans notre fiche Google My Business, on a des retours très positifs. Moi, j'ai pas mal eu de stagiaires sur ces 10 dernières années. Moi, j'estime que c'est rapide parce que être consultant SEO, c'est un mindset en fait. C'est un mindset. En fait, on est chercheur d'or, donc on cherche des petites pépites. Et en vrai, tu peux très bien être très très bon consultant SEO sans jamais avoir fait d'analyse de log. Le but du consultant SEO, c'est de se mettre à la place de son client comme si c'était ton business. Voilà. Et donc, à partir du moment où, par exemple, tu trouves un bug dans la pagination et personne s'en est rendu compte, mais en fait, on ne peut pas passer d'une page à l'autre pour voir les autres produits, bah, tu as déjà finalement, quelque part, augmenté le chiffre d'affaires de ton client. Parfois par des choses bêtes, et ce n'est pas du SEO. Et voilà, ce que je dis souvent à mes équipes, ce qui est très important, c'est le GBS, le gros bon sens. Et on parlait de la quête de sens, et ben la quête de sens, elle va jusque-là. C'est-à-dire, est-ce que tu comprends ce que tu fais? Est-ce que tu apportes de la valeur à ton client? Et ce n'est pas parce que tu vas dire à ton client, ouais, il faut bloquer dans le robot.txt les mentions légales et les CGU. Tu verras. Enfin, ouais, super. Tu as vu ça dans une formation, mais c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de prendre du recul et de proposer des choses. Alors, l'expérience aide. Moi, pour devenir un bon consultant, pour moi, il faut très peu de temps. Il y a beaucoup de choses sur le web qui aident pour ça. Et après, on peaufine, en fait, on peaufine. Mais le déclencheur pour devenir un bon consultant, c'est ta capacité à faire gagner du temps à ton client en te mettant à la place de son business. Et justement, en n'ayant pas d'œillère en SEO, en disant, bah non, moi, tu me demandes un sujet sur Google Analytics, mais moi, je ne suis pas expert tracking, hein, donc je fais que du SEO. Et là, en fait, c'est là où tu te fourvoies et que au contraire, voilà, plus tu fais gagner du temps à ton client et pas forcément qu'en SEO, plus en vrai il va rester avec toi parce que voilà, tu es un tueur. Il y a une autre Ok. question sur la formation. Quelle formation complète et pas trop chère pour être au top en SEO lorsqu'on part de zéro? Alors ça dépend ce qu'on appelle pas trop cher. Bah, il y a notre ami Olivier Andrieux qui, sur sa chaîne YouTube, moi je conseille toujours de regarder les premières vidéos en premier, qui décortiquent en tout cas toutes les bases. Donc ça, c'est un premier, ça c'est gratuit. Donc ça, c'est un premier point qui est intéressant. Les conférences hein, de la SEO Garden Party qu'on peut voir, déplacez-vous allez voir Julien, enfin allez voir le Black and White NCO, enfin tout ça c'est des mines d'or. Et comme je vous ai dit dans ma conférence, en fait, si vous vous intéressez aux gens, moi mais j'ai appris énormément. En fait, là où j'ai le plus appris, moi, c'était en off dans les conférences. Tu vois, j'allais voir des gens que j'apprécie beaucoup maintenant, qui sont devenus des amis.
Ninja Linker. On parle avec les gens de la communauté qui sont là, juste 3 minutes, on parle avec eux. Et puis la plupart sont très sympas. Et en fait, ils n'ont qu'un souci à échanger leurs tips, à discuter, à parler, à avancer. Laura, elle partage plein de trucs gratuitement. Enfin, voilà, les gens sont ravis de partager leur passion, en fait. Et donc, du coup, la formation, elle est là. Et puis après, bah oui, nous, on donne une formation de 2 jours. Tu as un expert pour toi tout seul. On est en petite équipe. Et puis voilà, tu poses toutes tes questions. Tu finalises tes questions avec un expert éventuellement pour bien parfaire tes connaissances et bien mettre les bons cubes au bon endroit. Et puis, ça roule, quoi. Mais voilà. Je pense que la meilleure formation, c'est de monter son site. Parce Ouais, que, c'est vrai. parce que si tu veux vraiment une formation complète, tu pars sur au moins 3-4 mois pour vraiment avoir un truc parfait. Mais on est quand même dans un métier où chaque année, le SEO.com produit les études sur les gens qui font du SEO. On est à plus de 50% d'autodidactes. C'est un métier que tu apprends sur le terrain. C'est la meilleure école. Et c'est d'ailleurs le meilleur CV. Si tu veux te lancer en SEO et que tu es junior, monte tes sites et va voir une agence avec tes sites qui sont la preuve de ce que tu sais faire. Ça aura une bien plus forte valeur qu'une formation en référencement. Il en existe très peu. Il y a juste celle de Mulhouse d'ailleurs qui existe. Après, il ne faut pas se décourager, faire attention parce que c'est long le SEO, donc on peut monter des choses, mettre de l'argent dans de la rédaction, mettre de l'argent dans des backlinks, pas forcément acheter le bon truc. On a quand même plus de tests qui ne fonctionnent pas que des tests qui fonctionnent en SEO. Donc c'est très bien, moi je ne contredis pas. J'ai évidemment plein de sites, mais voilà, il ne faut pas aussi se décourager, il faut essayer de demander des conseils, pas être orgueilleux, demander des conseils de ce qu'on fait mal pour monter en compétence et tu as plein de gens qui sont prêts à t'aider, quoi. Tout à fait. Ah, la formation de Mulhouse va disparaître. Oui, Ouais, on je vient viens de de voir voir ça. information. Bon, voilà, il n'y a plus de formation d'expert SEO. Voilà, c'est fini. Vous allez tous monter des sites maintenant. On va appeler Dan directement. En tout cas, merci beaucoup pour ton intervention. Merci, j'espère que ça n'a pas trop lagué. Je suis désolé. En fait, Non, je ça me allait. suis On a dû joué désactiver un petit ta peu, vidéo, mais voilà, ça marchait. avec Bon, la voilà. vidéo, mais ça a À l'oral, été. ça passait. Bon, voilà. Bon, C'est passé super bien. Et Écoute, merci beaucoup de ton partage. Et puis, avec on te plaisir. souhaite une très bonne journée. C'est sympa. Merci de m'avoir Salut accueilli à Emmanuel. nouveau. À bientôt. À bientôt.